La peau est notre plus grand organe. Elle équivaut à une surface de 2 mètres carrés environ en moyenne. Les maladies dermatologiques sont nombreuses et souvent difficiles à diagnostiquer. On peut les diviser en 4 grands groupes. Les maladies inflammatoires, les affections chroniques, les maladies malignes et les maladies infectieuses. Toutes se manifestent de différentes manières sur la peau et sont tellement nombreuses qu'il serait impossible de les énumérer toutes. D'après le Médecin des pauvres, édition de 1924, les plus fréquentes, l'eczéma, le psoriasis, le psychosis, la pelade, l'acné, sont provoquées par l'âcreté du sang. Souvent, leur origine vient d'une mauvaise digestion, d'une circulation du sang défectueuse ou de manifestations rhumatismales. Le traitement ordinaire proposé par l'auteur, le docteur Beauvillard, était de laver les parties malades avec une décoction d'écorce de chêne. Il indiquait également que pour soigner ces maladies, la décoction de sauge officinale était souveraine, 100 grammes pour 1 litre d'eau en usage externe. Il n'était pas dans les habitudes de nos ancêtres de consulter les médecins pour le moindre bobo. Outre des plantes connues, pour leur efficacité prouvée ou supposée, les saints invoqués, les pèlerinages dans l'attente de miracles, les anciens n'étaient pas à court de remèdes dont certains relèvent d'un don d'observation doublé d'un solide bon sens paysan, d'autres d'une fantaisie débridée, voire dangereuse. Devant la maladie, ils avaient recours à un de ces nombreux remèdes transmis de génération en génération. Si le remède était inopérant, c'est que le mal avait été donné par une puissance surnaturelle qu'ils cherchaient à combattre par une autre puissance tout aussi autorisée, en l'occurrence le penseur ou guérisseur, qui était pour eux une sorte de sorcier, mais sans aucune intention maléficieuse et dont l'action était de procurer du soulagement. Ils mettaient la puissance de leurs dons au service des malades grâce à un simple attouchement et une prière. La religion de nos ancêtres les Gaulois, développée au milieu des forêts profondes et dans les vallées où s'étendait la brume, reposait de ce fait sur les forces parfois terrifiantes de la nature. Leur culte des pierres venait peut-être de la frayeur inspirée par la chute de quelques aérolithes mystérieux. Le peuple avait gardé la vénération des sources, des fleuves, des lacs, des fontaines, toutes choses qui frappèrent l'imagination des races primitives, et cela se manifestait souvent par une crédulité ou une frayeur dont on retrouve trace dans diverses légendes. Au lieu de combattre ces coutumes, saint Martin s'employa à substituer l'idée chrétienne à l'idée païenne. C'est ainsi que souvent de fois l'esprit celtique, qui se retrouve dans maintes fontaines miraculeuses, devenait des fonds chrétiens après avoir été des fonds d'essai païennes. Le professeur Henri Fromage avait l'habitude de dire qu'en Poitou, nous n'avions pas le droit d'être malades, vu le nombre d'endroits propices aux guérisons diverses et variées. Bon nombre de ces endroits privilégiés sont maintenant oubliés. Certains, pourtant, ont traversé le temps et perdurent au travers du thermalisme. Parce qu'il est dans ma région, je vais vous parler du site thermal de la Roche-Posay. Situé dans l'est du département de la Vienne, à la limite avec le département d'Indre-et-Loire, en région Nouvelle-Aquitaine, et faisant partie de l'ancienne province de la Touraine, cette ancienne cité médiévale, bordée par la Creuse, est petite par sa taille, mais grande par sa réputation.
Aucun texte ne prouve que ce site fût connu des Gallo-Romains. Toutefois, le père Camille de la Croix, éminent archéologue du XIXe siècle, affirmait que les sources étaient utilisées dès l'époque romaine. Une légende veut que la révélation des vertus curatives des eaux soit due à la guérison miraculeuse du cheval du célèbre chevalier Bertrand du Guesclin, commandant en chef des armées de Charles V. L'animal, atteint d'une affection cutanée jugée incurable, est chassé du camp. Il s'était alors réfugié près des sources et, en se vautrant dans l'eau des fontaines, avait rapidement guéri de façon surprenante. Un récit du XIVe siècle mentionne le passage de du Guesclin à la Roche-Posay, venu s'y reposer lors de ses campagnes. D'après la tradition orale, celui-ci y aurait découvert une source qui guérit les plaies et maladies de peau de ses soldats. Une autre légende veut qu'un marquis de Pleumartin possédait une paire de chevaux qui, pour n'avoir pas fait campagne sous les murs de Tunis à l'époque des croisades, n'en était pas moins affligé d'une maladie de peau abominablement désobligeante. Pour ne pas les faire abattre sous ses yeux, le marquis les lâcha dans les bois qui s'étendaient de Pleumartin à la Roche-Posay, les offrant, dans son fort intérieur, en holocauste aux loups de la contrée. Quelques semaines plus tard, excursionnant à Posay, M. de Pleumartin ne fut pas modérément surpris en apercevant son ex-attelage en poil superbe, croupe luisante, nez au vent, en un mot, absolument guéri. Ces légendes devaient bien comporter un fond de vérité puisqu'en 1897, la station thermale est déclarée d'utilité publique. Pour ce faire, les 3 sources ont reçu les noms de baptême de Saint-Savin, Saint-Cyprien et du Guesclin. Ces 3 noms furent choisis d'une part pour honorer la légende du Guesclin et d'autre part parce qu'on a sans doute pensé que ces 2 frères martyrs qu'étaient Saint-Cyprien et Saint-Savin seraient secourables à ceux qui, de leurs propres ongles, se déchirent pour apaiser les démangeaisons terribles de l'eczéma, puisqu'eux-mêmes avaient eu leur chair cruellement labourée par des ongles de fer. La Roche-Posay est une des plus anciennes stations thermales françaises reconnues scientifiquement, puisque dès sa création sous Richelieu, l'Académie des sciences y dépêcha des savants pour étudier ces eaux si bénéfiques aux soins de la peau. Des témoignages écrits du XVIe siècle révèlent que la Roche-Posay est déjà connue pour ses eaux bienfaisantes. Denis Genéroux, notaire appartenait, raconte, en août 1573, qu'après s'être lavé à la Roche-Posay, sa migraine et sa gale ont disparu. La même année, Michel le Riche, avocat à Saint-Mexan, vante les mérites de ses sources proches de Poitiers. Toujours en 1573, Nicolas Bonfons, libraire imprimeur à Paris, rapporte dans son journal comment les qualités thérapeutiques des eaux ont été détectées par un chirurgien. En 1615, la renommée de la Roche-Posay est telle que Pierre Milon, premier médecin d'Henri IV et de Louis XIII, s'y déplace pour étudier et analyser les eaux. Il observe 3 fontaines semblables aux eaux composées de soufre, de fer et de nitre, mais en quantités différentes. En 1670, M. Duclos, médecin et membre de l'Académie des sciences, décèle, suite à de nouvelles analyses, la présence de sel uni à un peu de terre grise dans ces eaux. Vers 1736, M. Martin, médecin à Châtellerault, réétudie les eaux. Il détecte lui aussi du nitre et du soufre dans 3 bassins, dont 2 contiennent aussi du fer, cela en quantité différente. Un 4e bassin sert de dégorgeoir aux 3 autres. Suite à ces analyses successives, les sources attirent un nombre croissant de malades.
Au début du XIXe siècle, une nouvelle étude des eaux est menée par le docteur Josselet, ancien médecin des armées et médecin de l'hôpital et des prisons de Poitiers. Celui-ci remet notamment en cause les précédentes analyses et établit de nouvelles conclusions sur les eaux de la Roche-Posay. Selon ces tests, les eaux sont composées des éléments suivants: sulfate calcaire, carbonate calcaire, magnésie calcaire, soufre, gaz hydrogène et muriate de soude. Contrairement aux analyses précédentes, elles ne comportent ni fer ni acide. Le docteur Josselet conclut son étude sur les nombreux bienfaits de ces eaux, les moyens de les utiliser et les améliorations à apporter pour développer leur renommée. Il publie ses résultats en 1805 dans Essais analytiques sur les eaux minérales sulfureuses froides de la Roche-Posay. Cet écrit est validé en 1806 par l'inspecteur des eaux qui le fait connaître à Napoléon Ier. En 1810, l'empereur nommera le docteur Josselet médecin des eaux. À l'époque, le bassin en croix constituait l'unique lieu d'usage des eaux en direct. Les baigneurs se soignaient dans des hôtels ou pensions privées où l'eau thermale était apportée via des tonneaux en bois. Par la suite, de nombreux aménagements ont été faits pour le bien-être des curistes. La vocation dermatologique de l'eau de la Roche-Posay est fondée sur les propriétés apaisantes, cicatrisantes, anti-inflammatoires, antiprurigineuses et antiradiculaires de son eau de velours à la minéralisation naturelle très particulière. Longtemps connue de façon empirique, les propriétés de l'eau thermale de la Roche-Posay ont fait l'objet de plusieurs études scientifiques in vitro et in vivo chez l'animal et chez l'homme. Ces études confirment bien aujourd'hui leurs vertus thérapeutiques, prouvant ainsi que les croyances anciennes n'étaient pas illusoires mais bien réelles. C'est en 1945 que la station prend l'ampleur qu'on lui connaît aujourd'hui, avec le remboursement de la cure par la sécurité sociale. Toute la France, mais aussi l'Europe, prend le chemin de la Roche-Posay pour y soigner sa peau. Née de la rencontre de l'eau de pluie et de roches crayeuses du Turonien, cette rencontre a lieu au moyen d'une lente percolation pour devenir un ingrédient incontournable des soins. Les curistes qui se rendent chaque année dans le premier centre dermatologique thermal en Europe pour les peaux sensibles et fragilisées le savent bien. Elle apporte un soulagement profond aux personnes vivant avec de l'eczéma ou du psoriasis grâce à ses pouvoirs intenses de cicatrisation. Diverses études ont permis de révéler toutes les différentes facettes de cette véritable merveille de la nature. Certains l'affirment, elle est loin de nous avoir révélé encore tous ses secrets. L'eau est puisée à des profondeurs de 30 à 80 mètres sur un périmètre de captage protégé. Sa température d'émergence est de 13 degrés. Sans goût spécifique, elle est très agréable à boire. Grâce à sa teneur en silice et sélénium, cette eau unique, aux propriétés exceptionnelles, a des vertus thérapeutiques indéniables pour soigner les maladies de peau, mais aussi les séquelles cicatricielles de brûlures et les suites cutanées de traitements contre le cancer. Les cancers concernés sont principalement le cancer du sein, les cancers gynécologiques, ORL, digestifs, le cancer de la peau avec des exérèses importantes, les suites de leucémie et tout type de cancer dont les traitements ont engendré des séquelles cutanées. Le point de vue médical n'est pas de ma compétence, disons seulement que la Roche-Posay est la station de la peau et qu'on emploie ses eaux en boisson, bain, pulvérisation et douches filiformes à forte pression qui sont une spécialité de la cure. Ces eaux sont aussi utilisées dans des produits cosmétologiques et dermatologiques.